Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, je suis Jean-Philippe Bourgoin et je vais avec mes collègues là vous parler un peu donc des nanosciences, des nanotechnologies et du nanomonde. Alors, vous avez sûrement entendu parler déjà un peu de nanosciences, de nanotechnologies, et on va essayer aujourd'hui d'expliquer ce qu'est ce monde un peu particulier qui arrive quand on commence à regarder des objets extrêmement petits. Et je vais vous expliquer ça par la suite. Alors, juste un petit mot, le CEA aujourd'hui travaille dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. Ça implique à peu près 2000 personnes, donc c'est un effort un peu important. Et on y travaille pour comprendre ce qui se passe dans ce domaine, et puis aussi pour essayer de l'utiliser. Et pour fixer les idées, on vise à utiliser ce qu'on va vous présenter comme idée, comme principe de physique ce soir, dans des domaines comme le traitement de l'information. Alors, pour faire simple, c'est les ordinateurs, les téléphones portables. Dans le domaine de la santé, ça c'est les médicaments, et puis les systèmes de diagnostic. Et puis dans le domaine de l'énergie. Donc par exemple, comment capter l'énergie solaire et l'utiliser, ou comment fabriquer des nouvelles piles plus efficaces. Alors, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour comprendre comment ça se passe dans le nanomonde et vous montrer que c'est un peu particulier. Donc je vais commencer par vous définir ce qu'est le nanomètre et ce qu'est le nanomonde, vous montrer comment on peut l'explorer, puis ensuite je passerai la parole à Pascal Chenevier qui montrera un premier phénomène particulier à l'échelle du nanomonde qu'on appelle la quantification de l'énergie en particulier. Et puis ensuite, Fabien Portier vous montrera un autre phénomène particulier à cette échelle, qui est l'effet tunnel. Alors, vous verrez pourquoi on l'appelle comme ça. Et puis, ensuite, Pascal Boulanger vous montrera qu'en fait, la nature a domestiqué l'échelle du nanomètre depuis bien longtemps et qu'on peut s'en inspirer de façon assez astucieuse. Et finalement, Pascal Chenevier reviendra vous expliquer comment ce qu'est un nanotube de carbone, qui est un des objets particuliers du nanomonde. Alors, je vais commencer très simplement par une petite devinette. Et donc, vous voyez là une petite puce d'eau de la famille des Guéridés qui fait à peu près, à la bonne échelle, elle fait à peu près 5 mm de long. Et vous voyez qu'elle est capable de flotter sur l'eau, elle est même capable de marcher sur l'eau. Et si je vous pose la question, est-ce que cet éléphant va être capable de faire pareil, à votre avis ? Ben non. Voilà, il a essayé, ça n'a pas marché. Bon, alors cette illustration, en fait, c'est juste pour vous dire que, évidemment, il y a une très grande différence de taille et de poids entre ces deux animaux. Et quand on regarde cet animal très petit, il a quand même une propriété très particulière qui est d'être capable de marcher sur l'eau. Eh bien, on va voir que, donc, des propriétés particulières apparaissent vers les petites dimensions, et que le nanomètre est vraiment très très petit. Et donc, on va avoir des propriétés très très étonnantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre ? Un nanomètre, c'est 1 mètre. Alors, 1 mètre, vous savez tout ce que c'est à peu près ça. Hein, la taille des êtres humains, un bébé, c'est 50 cm, un demi-mètre. Et vraiment des gens très très grands, les joueurs de basket, par exemple, c'est 2 mètres. Donc, vous voyez, c'est la taille de l'homme, à peu près, 1 mètre. Et un nanomètre, c'est cette taille-là divisée en 1 milliard. Alors, on ne se rend peut-être pas compte de ce que c'est qu'un milliard. Donc, 1 milliard, pour simplifier, je dis d'abord que je vais diviser ce mètre en 1000 parties. Et il va me rester 1 millimètre. Alors, 1 millimètre, vous savez tout ce que c'est ? C'est l'épaisseur d'un ongle, à peu près. Bon, puis j'ai encore du chemin à faire. Il faut encore que je divise en 1000, puis encore en 1000. Alors, je continue. Donc, le millimètre, l'épaisseur de l'ongle, je la divise en 1000. Et là, j'arrive à 1 micromètre. Alors là, ça commence à être plus difficile. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un micromètre. Ben en fait, c'est à peu près la taille d'un microbe. D'ailleurs, le nom se ressemble. C'est pas étonnant, d'ailleurs. Hein. Donc, un micromètre, c'est à peu près la taille d'un microbe. Et bien, pour aller au nanomètre, il faut encore diviser en 1000. Donc, vous voyez, c'est vraiment très petit. Alors, pour se rendre compte de ça autrement, je prends la taille de la Terre, je la divise par ce très grand chiffre-là qui est 100 millions, et j'arrive à la taille d'une balle de tennis. Donc vous voyez, on a déjà fait une grosse division en taille. Et pour aller au nanomètre, je dois faire encore la même opération. Je dois diviser la taille d'une balle de tennis.
Alors pas cette balle-là sur l'écran qui est très grande, hein, une vraie balle de tennis grande comme ça. Et je la divise encore en 100 millions. Et j'arrive à la taille d'une molécule, qui fait à peu près 1 nanomètre. Donc vraiment, c'est très petit. Alors, donc bienvenue dans le nanomonde. Alors là, 2 chiffres, 2 sigles mathématiques qui symbolisent un peu le nanomonde. Donc pour ceux qui ont déjà appris les puissances de 10, on dit que c'est 10 puissance moins 9 mètres. Pour ceux qui n'ont pas appris les puissances de 10, c'est ce chiffre-là, avec 8 zéros et un 1 à la fin. Et ça, c'est vraiment très petit. Alors, qu'est-ce que c'est que le nanomonde? Voilà un exemple de la façon dont on peut partir de l'échelle de la fourmi, 1 cm. Ensuite, il y a l'échelle de l'acarien, c'est à peu près 1 mm. C'est les petites bestioles qu'on trouve dans la poussière et qui te font éternuer. Et puis ensuite, il y a les cheveux. Alors un cheveu, c'est à peu près 10 micromètres. Un globule rouge, c'est à peu près 8 microns. Une bactérie ou certains microbes, c'est à peu près 1 micromètre. Un virus, c'est beaucoup plus petit. Ça fait une centaine de nanomètres ou 70 nanomètres. Et puis ensuite, on trouve, à l'échelle du nanomètre, alors à l'échelle du nanomètre, dans cette distance-là, hein, dans cette dimension-là, on trouve l'ADN. Alors l'ADN, c'est ce qui constitue le code génétique qu'on a tous dans nos cellules. Et puis encore plus petit, un facteur 10 encore plus petit, on trouve les atomes. Et le nanomonde, il se trouve là. Il se trouve entre la taille des gros virus ou des petites bactéries, et puis à peu près la taille de un peu plus qu'un atome, quelques atomes assemblés, ça s'appelle une molécule. Alors je vous rappelle que pour aller de la taille du centimètre jusqu'à la taille de l'angstrom, là, on a fait exactement la même opération que de passer de la taille de la Terre à la taille d'une balle de tennis. Donc vous voyez, c'est vraiment très très petit. Alors, on va essayer de regarder un peu comment ça se passe. Ah, là, j'ai un petit souci. Voilà, ça devrait marcher. Allons-y. Donc voilà, on zoome, la Terre vue de l'espace, on arrive, on se promène, on continue, et puis à un moment donné, on va tomber sur un objet qu'on commence à connaître, donc on a déjà grandi pas mal, on continue, ah, on reconnaît, tiens, c'est une voiture. Et là, ce qu'on voit sur le toit de la voiture, c'est la barre du toit de la voiture. Donc ça, c'est un objet qui est large comme ça, d'accord? Un peu moins large que l'âme. Et là, on vient de faire la première partie du voyage. C'est la même chose que d'aller de la taille de la Terre à la taille d'une balle de tennis. Alors, je continue. Maintenant, je fais le reste. Donc, je zoome, je vois des choses, je vois un trou dans la barre de toit de la voiture. Je continue, je vois des choses bizarres. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et là, hop, j'arrive sur des choses à un moment donné qui sont bien rangées. Ce sont les atomes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour observer tout ça? Alors, pardon, là, je vais continuer, excusez-moi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour observer tout ça? On a besoin d'outils pour agrandir ce qu'on regarde. Alors, le premier outil auquel vous pouvez penser, c'est ça. C'est une loupe. Mais vous savez tous ceux qui ont déjà utilisé une loupe, se sont tous rendus compte que c'est très frustrant. Parce qu'on essaie de grandir les objets, et à un moment, on voit bien qu'on n'arrive pas à grandir, qu'on n'arrive pas à voir vraiment le détail. Donc il faut un peu mieux qu'une loupe. Alors si on se débrouille bien, on peut utiliser des loupes bien arrangées, et ça s'appelle un microscope. Alors voilà un exemple de microscope. Ce microscope, c'est juste une loupe bien conçue, qui marche très bien. Et avec cette loupe qui marche très bien, on arrive à observer, par exemple, ici, un circuit électronique. Mais on a juste un problème, c'est qu'on n'arrive pas à observer plus petit qu'un demi-micromètre. Donc on est encore très loin du nanomètre. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et puis je vais vous montrer avant, par rapport à l'image que je vous ai montrée de ce zoom sur le toit de la voiture, qu'est-ce que ça représente comme échelle. Pardon, là, on va y arriver. Alors, pareil, on continue, donc je rezoome, c'est la même image que tout à l'heure, et je vais m'arrêter à la limite de ce qu'un microscope optique arrive à voir. Voilà. Le microscope optique, il n'arrivera pas à voir mieux que ça. Et d'ailleurs, vous distinguez ici, peut-être, des espèces de rayures, mais on les distingue juste, on n'arrive pas à les voir. C'est comme quand on essaie de regarder quelque chose avec une loupe et qu'on se dit « mais il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à bien voir quoi ». Et ce qui limite ça, c'est un phénomène qu'on appelle la diffraction. Alors je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce phénomène de la diffraction.
qui nous limitent dans ce qu'un microscope est capable de voir. Alors, pour comprendre la diffraction, il faut comprendre que la lumière que l'on utilise pour regarder, pour voir, est constituée d'ondes. En fait, elle est aussi constituée de particules. C'est un des concepts les plus difficiles en physique. On y reviendra tout à l'heure un petit peu plus loin, je ne vous l'explique pas maintenant, mais je voudrais juste vous dire là maintenant que la lumière est constituée d'ondes et qu'on peut déjà comprendre plein de choses avec cette idée-là. Alors une onde, vous savez tout ce que c'est. Les vagues à la surface de l'eau, c'est une onde. Si vous jetez un caillou dans une mare bien calme, la surface va se rider et ça forme une onde. Alors la lumière, c'est pareil. La lumière est formée d'ondes. Et ces ondes ont une particularité, c'est qu'elles ont une couleur différente en fonction d'un paramètre qu'on appelle la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, je l'ai représentée ici par ce trait, qui va de là à là. Et elle caractérise le fait que je pars d'ici, là ça monte, puis ensuite ça descend, ça remonte. Et ensuite ça recommence pareil. Eh bien la longueur d'onde, c'est ce qui reproduit la période, c'est-à-dire qu'on recommence pareil. Donc voilà ici la longueur d'onde pour la lumière rouge, et elle fait 650 nanomètres. Si je regarde la longueur d'onde pour la lumière violette, elle fait 430 nanomètres. Donc cette longueur d'onde, c'est ce qui caractérise la couleur de la lumière. Alors au passage, je vous fais remarquer qu'il y a aussi des infrarouges, vous avez déjà entendu parler de ça. Cet instrument-là, il fonctionne... Non, je vous dis une bêtise, pardon. La télécommande de votre téléviseur, elle fonctionne avec des ondes infrarouges. Donc vous en avez déjà utilisé. Et puis les ultraviolets ou les UV, vous savez tout ce que c'est. D'ailleurs, l'été arrive, et donc il va falloir faire attention de se protéger parce que c'est dangereux. Donc la lumière est formée d'ondes et la couleur est définie par la longueur d'onde. Alors, maintenant la diffraction. Alors voilà un exemple de diffraction. Donc vous imaginez des vagues, et ces vagues arrivent sur l'entrée d'un pore. Et l'entrée d'un pore est définie par deux jetées comme ça. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ces vagues, elles sont parallèles, et ici, elles sont courbées. Donc on dit qu'on a courbé le front de l'onde. Eh bien, c'est ça, ce phénomène de diffraction. C'est ce qui fait que quand on cherche à regarder un petit trou avec des ondes parallèles, eh bien, on tord la forme de l'onde. Eh bien, pour la lumière visible, celle de ce pointeur rouge-là, il se passe la même chose. Si j'essaie de faire passer cette onde à travers un petit trou, derrière, l'onde va se déformer. Et si à côté, il y a un deuxième petit trou, elle va aussi se déformer, et les deux vont se superposer. Et on va récupérer comme ça une figure qui est celle-ci, et dont je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que très vite, c'est un peu difficile de savoir qu'il y avait ici un petit trou et ici un petit trou, parce que tout ça, ça s'est mélangé et ça a fait ce qu'on appelle des interférences. Et on a perdu avec ça, avec ce phénomène de diffraction, on a perdu les détails sur le petit trou et sur leur espacement. Donc ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à cause de la diffraction, on ne peut pas distinguer précisément des objets qui soient plus petits ou plus rapprochés que d'une longueur d'onde. Alors, rappelez-vous maintenant, je vous ai dit juste tout à l'heure, la longueur d'onde de la lumière visible, ça va entre à peu près 430 nanomètres et à peu près 650 nanomètres. Ça veut dire que je ne peux pas, avec de la lumière visible, regarder des objets plus petits ou plus rapprochés que à peu près 430 nanomètres. Donc on a une limite. Alors, vous devez vous dire, mais il y a quand même les ultraviolets, c'est plus court. Là, on voit 280 nanomètres, donc ça devrait mieux marcher. Alors oui, mais il y a encore mieux. Il y a les électrons. Alors les électrons, ils peuvent avoir, comme on le voit ici, une longueur d'onde qui peut être de l'ordre de 1 nanomètre ou plus petit. Donc on se dit, ah, si on a compris, la diffraction ne va plus nous gêner pour regarder le monde du nanomètre. Eh bien ça marche. Effectivement, avec un microscope électronique, voilà un exemple de microscope électronique. Donc vous voyez, c'est déjà un appareil qui ne ressemble pas tellement au précédent. Avec ce microscope électronique, on peut observer des objets plus petits que ce qu'on peut observer avec un microscope optique. Donc vous avez un exemple ici d'un nanotube de carbone, c'est ce petit pont-là, qui fait 5 nanomètres de diamètre et 1 micromètre de longueur. Et vous verrez tout à l'heure, avec Pascal Chenevier, ce qu'est un nanotube de carbone. Et donc, avec ce microscope, on peut observer des objets de l'ordre de 1 nanomètre. Mais on ne peut quand même pas faire mieux, ou pas beaucoup mieux, parce qu'on est cette fois limité par la qualité de l'appareil, tout simplement. Et c'est un petit peu difficile d'aller observer
plus petit. Alors, je vous montre maintenant. Je reprends le petit film que je vous ai montré tout à l'heure, où je partais de l'espace, et puis j'arrivais sur le toit de la voiture, puis ensuite je zoomais jusqu'à ce que me montre un microscope optique. Et maintenant, je vous montre la suite. Donc, vous vous rappelez, on s'est arrêté sur cette image, où on voyait juste des rayures ici, et puis on n'arrivait pas à voir mieux. Alors, on continue. Et on va voir, au passage, qu'on arrive à zoomer encore un peu, et on arrive à la limite à peu près du nanomètre, qui est celle du microscope électronique. Donc pour passer de l'image précédente à cette image-là, on a utilisé un microscope électronique. Alors ce que vous voyez là, c'est que c'est deux choses. Vous voyez des taches un peu noires là. Alors ces taches noires, ce sont des inclusions de carbone qui sont mises dans la matière qui est une matière faite de polymères et qui forme le toit de la voiture. Donc la première chose que vous voyez, c'est que la matière n'est pas forcément très homogène à cette échelle-là. Et puis la deuxième chose, c'est que vous vous dites, mais on a l'impression qu'il y a encore quelque chose en dessous. Puis vous le savez, puisque tout à l'heure, je vous ai montré que si on continue à zoomer, on voyait les atomes. Donc il faut faire encore autrement pour aller voir les atomes. Alors là, il faut un principe complètement différent. Et c'est un microscope qui va être basé donc sur un principe que je vais vous montrer. Et pour vous expliquer ce principe, j'ai besoin d'aide. Donc, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Alors, on va faire... Viens avec moi. On va faire la chose suivante. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre avec cette main-là. D'accord? Tu suis le relief. Donc, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, et tu continues. Et avec ton autre main, tu fais pareil. D'accord? Mais alors, t'attends un petit peu. Il faut que je sois prêt. Et moi, je vais reproduire. On va suivre comme ça. Alors, on y va. Vas-y. Tu suis... Attends, il faut que j'écrive sur le tableau. Vas-y. Tu suis la surface. D'accord? Hop. On continue. Voilà. Hop, on descend et on continue. Bon. Alors, j'ai très mal reproduit le mouvement qu'il vient de faire. Mais ce que vous voyez, c'est que si vous regardez ici, cette distance-là, ici, c'est la même que cette épaisseur-là. Donc j'ai été capable de reproduire à distance la forme de l'objet qui est posé sur la surface et son relief. D'accord? Mais j'essaie de voir des objets très petits. Donc si je regarde des objets très petits, je vais pouvoir faire un objet aussi petit sur mon tableau. Je ne vais rien avoir gagné. Donc ça ne marche pas encore tout à fait. Alors on va recommencer puis on va faire autrement. On va essayer de faire mieux. Donc tu refais pareil, d'accord? Vas-y. Alors attends, il faut que je sois prêt aussi. On y va. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le mouvement qu'il m'a montré, mais en même temps, j'ai trouvé un moyen d'amplifier ce mouvement. Et au lieu d'avoir, et on va le regarder, ici, on a la même taille, et ici, on voit bien qu'on a amplifié 5 fois. Donc, on a trouvé le moyen d'amplifier. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire pour amplifier sur des objets très petits et sur des surfaces très petites. Je te remercie. Donc, oui, on peut l'applaudir quand même, hein. Donc, pour amplifier, il faut trouver une ruse. Et c'est trois physiciens qui s'appelaient Gerd Binnig, Christoph Gerber et Monsieur Kueit, qui ont inventé en 1986 un microscope qui s'appelle le microscope à force atomique. Alors, je vais vous en expliquer le principe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de regarder comment on peut faire pour amplifier donc le mouvement. Alors, pour amplifier le mouvement, la première chose... Pardon, excusez-moi. On va faire comme ça, on y verra mieux. Donc, première chose, pour amplifier le mouvement, il faut quelque chose qui soit capable de suivre la surface. Avant de l'amplifier, pardon. Donc, pour suivre la surface, ce que je vous demande là, maintenant, de regarder, c'est le mouvement ici de cette pointe par rapport à la surface qu'on voit là. Alors, on y va. On suit la surface, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, et on peut continuer comme ça. D'accord? Donc, on a fait un palpeur qui fait exactement ce que faisait la main de Vincent sur la table tout à l'heure.
On palpe la surface et on suit la surface. On n'a pas encore amplifié. Alors maintenant, pour amplifier, l'idée géniale qu'ont eue les physiciens dont je vous parlais a consisté à mettre un petit miroir au bout de ce palpeur et à projeter de la lumière dessus. Alors maintenant, regardez, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le petit point rouge qui est là-haut. Alors ce petit point rouge, c'est le résultat du laser qui est ici, qui éclaire le miroir qui est au bout de mon doigt, et la lumière fait ce trajet-là, tac, et ensuite elle va là-bas sur le petit point rouge. D'accord? Tout le monde a suivi? Alors maintenant, vous ne voyez pas. On est devant. Bon. Alors si vous êtes d'accord, on le fait une fois avec lui comme il est positionné, puis après on le refait comme ça. D'accord? Donc, première chose, on va donc maintenant suivre le mouvement du point rouge. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a bougé le palpeur et on l'a fait bouger d'une amplitude à peu près de ça. Hein. Il suivait les ondulations comme ça. Alors on y va. Regardez bien le mouvement du point rouge. Vous voyez, il fait un mouvement d'à peu près 2 mètres. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, vous avez vu, on a ici des ondulations de la surface qui font à peu près 5 cm et on a sur l'écran un mouvement d'à peu près 2 mètres. Donc, on a bien fait exactement ce que j'ai fait là. On a bien amplifié le relief. Alors, est-ce que vous avez vu, ou est-ce que c'est bon là, de ce côté-là aussi? Oui, non? Vous n'avez rien vu. Alors, vous n'avez pas vu quoi? Parce qu'on est devant? Vous n'avez pas vu la première expérience. Alors, ce qu'on va faire, regardez bien. On va refaire la première expérience en direct, sans réglage. On ne fait jamais ça en physique. Hein. Est-ce que là, vous voyez que le palpeur suit la surface? C'est incroyable. Une manip de physique qui marche du premier coup. Bon, donc, avec ça, on a fait quoi? On a montré qu'on est capable d'amplifier le mouvement. Donc, on n'a pas encore tout à fait résolu notre problème, parce que dans ce que j'ai fait là, j'ai en plus été capable d'enregistrer ce qui se passait. D'accord? Et de traduire donc ce qui se passait. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un appareil photo, et en particulier un appareil photo numérique, parce qu'il n'y a plus que ça. Les jeunes qui sont dans la salle ne connaissent que ça. Les plus anciens doivent être encore probablement amoureux de leur réflexe argentique, mais on va parler des appareils numériques. Les appareils numériques, il y a un capteur de lumière dedans qui est capable de transformer un signal lumineux en un signal électrique. Et un signal électrique, c'est ce qu'on sait enregistrer dans un ordinateur. Donc, pour fabriquer le microscope dont je vous parle, on suit la surface, on déplace un pointeur lumineux qui est amplifié par rapport à la surface, et on enregistre au fur et à mesure le déplacement de ce pointeur lumineux dans un capteur qui est exactement le capteur d'un appareil photo numérique. Et ensuite, on écrit sur une surface, sur un ordinateur, et on vous montrera tout à l'heure comment ça se passe avec un microscope qui est presque le même, et je pense qu'à ce moment-là, vous verrez, tout ça sera très très clair. Alors, je vais juste quand même vous montrer, avant... Voilà, je vais y arriver. Donc, je continue. Je vous ai dit tout à l'heure, le monde du nanomètre, c'est un monde très petit. Vous imaginez bien que si j'essaie de suivre une surface dans son relief le plus petit, avec une pointe aussi grosse que ça, je ne vais pas avoir beaucoup de succès. Il ne va pas se passer grand-chose, d'accord? Donc, il faut aussi des pointes beaucoup plus petites. Alors voilà sur cette image les pointes qui sont utilisées dans la réalité pour faire des images avec un microscope à force atomique. Donc vous voyez ici le levier, donc vous reconnaissez la même chose que ce que je vous ai montré ici, d'accord? On utilise ici cette surface plane pour réfléchir la lumière. Et puis ici, on fait un zoom sur l'extrémité qui se trouve ici. Eh bien, on retrouve ici cette pointe. Et l'extrémité de la pointe ici fait à peu près 1 à 5 nanomètres. Donc on a bien quelque chose qui est capable de suivre un relief du moment que ce relief est plus petit est du même ordre de grandeur de taille que le bout de la pointe. Alors quand on a de la chance, il y a même un seul atome au bout de la pointe, et là on arrive à voir les atomes.
Alors voilà justement ce qu'on arrive à voir quand on a de la chance. Des atomes qui sont bien rangés sur une surface et qui ont été mesurés avec ce palpeur qui a passé son temps à faire ça. Vous voyez? Et on a enregistré au fur et à mesure son mouvement et on a reconstruit cette image point par point en mesurant en chaque point les déplacements du palpeur. Ça, c'est une image d'atome de mica sur une surface. Et ce que vous voyez à côté, c'est une image qui montre qu'on peut aussi utiliser cet appareil qui est capable de voir les atomes à regarder des choses qui sont beaucoup plus grosses. Et de nouveau, un nanotube de carbone qui, ici, fait à peu près 1 nanomètre à 1,5 nanomètre d'épaisseur. Voilà. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vous ai défini ce qu'était le nanomètre, expliqué quel était l'ordre de grandeur des tailles qu'il faut avoir en tête, et puis je vous ai dit brièvement au passage qu'il y avait des phénomènes un peu particuliers à cette échelle du nanomètre, et ensuite je vous ai montré comment on pouvait un peu plonger en zoomant de plus en plus avec différents types de microscopes pour réussir à aller voir la matière jusqu'à ses constituants que sont les atomes. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer la parole à Pascal, qui va vous montrer un phénomène physique particulier qui s'appelle la quantification de l'énergie, qui est particulier donc à cette échelle du nanomètre. Bon, alors moi je vais vous parler un peu de la physique de ce monde-là, parce que pour l'instant, on vous a dit le nanomonde, c'est petit, alors c'est nouveau, c'est merveilleux. Alors on a un peu l'impression d'être dans une pub à la télé pour une lessive, c'est nouveau, alors c'est merveilleux. Et en fait, à la fin de la pub, vous n'avez pas compris ce qui est nouveau et qui fait que la lessive est merveilleuse. Alors là, on va essayer d'aller un peu plus loin, hein, et puis on va essayer de voir vraiment ce qui est nouveau, d'accord? Et je vais vous parler de quantification, parce que le monde nano, c'est quelque chose qui est quelque part entre ce qu'on connaît nous, donc les choses de notre taille, puis un peu plus petites, mais qui évoluent dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, et puis des choses vraiment très très petites comme les atomes, les électrons, pour lesquels, pour comprendre comment ça se passe, il a fallu créer une théorie complètement nouvelle qui s'appelle la théorie quantique, et qui donne des règles dans ce monde-là qu'on ne peut pas comprendre avec notre perception de notre monde. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. Alors la théorie quantique, c'est très très compliqué, mais moi je vais vous l'expliquer avec de la pâte à modeler et des Legos. Voilà. Donc, ça devrait aller. Alors c'est les Legos de mon fils qui m'a gentiment prêté pour ce soir. Merci Antoine. Voilà. Alors on va considérer un atome. Voilà. Donc, un atome, ici, je l'aurais représenté par une boule de pâte à modeler, d'accord? Donc c'est un objet quantique, et un objet quantique, d'après la théorie de la mécanique quantique, ça peut avoir plusieurs états. Donc voilà, un état boule, un état anneau, un état 8. Voilà. Et alors ces états, je les ai représentés par des formes, hein, parce qu'un état, c'est pas très facile à comprendre, mais ces formes, donc ces états, ils sont associés à des niveaux d'énergie, d'accord? Donc l'état boule, il sera sur ce niveau, et puis l'anneau sur ce niveau, et le 8 ici, d'accord? Alors ici, pour donner une idée de ce que ça peut être, je leur ai attribué des températures, 20 degrés, 60, 130. En fait, c'est des températures fantaisistes, mais c'est pour nous donner un petit peu plus de compréhension de ce que c'est que ces niveaux d'énergie associés aux états. D'accord? Donc, mon atome dans l'état boule, il ne peut être dans cet état boule que s'il est au niveau d'énergie 20. Et puis l'anneau que s'il est au niveau d'énergie 60. Et le 8 seulement s'il est au niveau d'énergie 130. D'accord? Dans ce monde-là, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-particule, il n'y a pas de demi-niveau d'énergie, il n'y a pas de demi-état. D'accord? Tout est quantifié, c'est-à-dire par quantité prédéfinie. D'accord? Alors, je vous ai dit que la même particule, elle peut être dans ces différents états, donc elle peut changer d'état. D'accord? Donc, cette particule-là, si je veux la faire passer dans l'état anneau, qu'est-ce que je dois faire?
Hein, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chauffer, c'est ça? Ouais. Alors, je peux lui faire changer de forme seulement si j'arrive à lui faire monter la marche, d'accord? Donc, je dois lui donner la quantité d'énergie qui va bien pour aller au niveau d'énergie 60. C'est quoi cette quantité d'énergie? 40, voilà. C'est 40, pas 35, pas 45. C'est exactement 40, d'accord? Donc voilà, elle est arrivée à ce niveau-là. Maintenant, où est-ce qu'elle peut la prendre, cette énergie? Les plantes, les hommes, les animaux, ils utilisent quoi comme énergie? Ouais, le soleil. Le soleil, c'est-à-dire la lumière, d'accord? Donc là, par exemple, mon atome, il pourrait prendre de la lumière pour monter ce niveau d'énergie, mais il doit prendre exactement une quantité 40 d'énergie lumineuse, d'accord? Alors, dans le monde quantique, la lumière aussi c'est quantifié, d'accord? C'est aussi coupé en petits morceaux. La lumière se présente sous forme de paquets d'énergie. Bon, alors un paquet de lumière, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est bon. Alors du coup, on a appelé ça une particule, et cette particule de lumière, on l'appelle un photon, d'accord? Vous avez déjà entendu parler des photons? Voilà. Alors, les photons, donc, c'est des paquets de lumière qui ont une certaine énergie. Et puis, l'énergie qu'ils ont, ça va correspondre aux couleurs, comme on vous a présenté tout à l'heure. Les vagues vont être plus ou moins molles. Hein, donc, ce paquet de lumière va être plus ou moins mou, ou plus ou moins énergétique, le bleu. Hein, donc, si ça va être un photon plutôt plein d'énergie, ben, il va être bleu, puis sinon, il sera plutôt rouge. D'accord? Donc là, on va faire un petit saut d'énergie. Donc, on va utiliser un photon rouge. D'accord? Maintenant, si j'avais voulu faire passer ma boule, là, directement dans la forme 8, qu'est-ce que j'aurais dû lui envoyer comme énergie? 110, voilà, exactement. Et 110, ça va être donc un photon bleu, voilà, exactement. Donc, hop, un petit 8, là, et je lui mets un photon bleu. Très bien, c'est des bons quanticiens. Bon, alors maintenant, il y a un photon vert qui se balade, il arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut rajouter un état. On pourrait rajouter un état, mais là, il faudrait changer de particule. Alors si, là, ce photon vert, là, il arrive juste sur cette particule-là. Voilà. Cette particule, elle peut pas... C'est un atome, quoi. Il ne peut pas changer pour être un autre atome, d'accord? Donc, cet atome-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le prendre ou pas? Non, il ne va pas le prendre. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas de demi-mesure. Et là, il arriverait au milieu entre deux états. Quelque part comme un demi-état, un demi-niveau. Ça, c'est interdit. Absolument interdit. Donc, cet atome, ben, tant pis, il reste dans son état boule. Et puis, il doit attendre qu'un photon rouge ou un photon bleu passe pour pouvoir changer de niveau. D'accord? Donc, dans le monde quantique, c'est un monde vraiment très, très différent de ce qui se passe chez nous. Les choses ont des états prédéfinis. Ils peuvent bouger, ils peuvent changer. Et ils peuvent capter des quantités d'énergie seulement si ça correspond aux états dans lesquels ils sont autorisés d'aller. D'accord? Donc c'est un monde en escalier. Donc ça, c'est complètement différent de notre monde à nous, hein, parce que là, si j'ai envie de découper cette pâte à modeler en tout petits morceaux, ben, je peux le faire, hein, des morceaux vraiment très très petits. Hein. Et puis je peux la chauffer comme je veux, l'écraser, lui faire changer de forme. Donc dans notre monde, c'est vraiment complètement différent de ça. Hein. Alors je vais essayer de vous faire comprendre comment ça se fait que nous qui sommes faits d'atomes, on perçoit un monde qui n'a rien à voir avec le monde quantique, le monde des atomes. D'accord? Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter. Alors ça, je vais vous l'expliquer à partir d'un événement que tout le monde connaît, qui est le deuxième tour des élections présidentielles. Donc ça, vous connaissez. Ça. Donc, juste avant le deuxième tour, les gens savent qu'ils vont avoir à choisir entre donc, deux candidats. Donc ils ont le droit d'avoir deux avis. Soit ils ont un avis bleu parce qu'ils vont voter pour le candidat bleu, soit un avis rose, d'accord? Donc il y a deux états. Bon, alors, dans les semaines avant, ils peuvent changer d'avis, évidemment, hein, mais toujours entre bleu et rose. C'est tout. Maintenant, imaginez qu'un observateur sur la Lune regarde les Français et se dit « Mais que pensent les Français ?» Alors évidemment, il est trop loin, il ne peut pas voir les Français un par un, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit les sondages, d'accord? Et évidemment, les sondages donnent les Français violets. Hein, toutes les semaines, alors ça change de couleur, évidemment, mais c'est toujours violet. Et puis même le jour des élections, la France, elle a l'air violette, à toutes les échelles. Si vous recoupez en petits bouts, tous les bouts sont violets. Et pourtant, aucun Français n'est violet. Rappelez-vous, si vous mettez
un bulletin de vote rose et un bulletin de vote bleu dans la même enveloppe, c'est comme si vous n'aviez pas voté. Donc tout le monde a voté bleu ou rose. D'accord? Alors où est l'erreur? Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Ce qui trompe notre observateur, c'est qu'il ne peut pas voir les électeurs un par un. Il ne peut voir que des grosses masses d'électeurs. Il ne peut voir que des effets, des grandes masses. Donc il y a toujours une moyenne de grand nombre sur ce qu'il voit. Il y a plein d'effets de ce qui se passe au niveau individuel, au niveau des particules élémentaires de l'électorat, qu'il ne pourra jamais voir. D'accord? Donc c'est la même chose dans notre monde. Dans le monde macro, nous, on va manipuler des objets qui sont des milliards et des milliards d'atomes. Alors ces atomes, ils sont quantiques. Mais il y a un effet de moyenne qui se fait sur cette grande masse, et on ne voit plus après ce qui se passe ici sur cette molécule qui, elle, peut passer sur ces différents états et capter la lumière selon les niveaux auxquels elle est autorisée d'aller. Alors maintenant, Fabien va venir vous présenter un peu. Ah non, attends. Donc vraiment, ce qui se passe comme d'intéressant, c'est que quelque part au milieu, vous voyez, le rose et le bleu devraient se mélanger, mais ce n'est pas encore tout à fait mélangé, c'est un peu mélangé. Et justement, cette échelle-là, c'est l'échelle nano. C'est une échelle où on a quand même déjà beaucoup d'atomes, quelques milliers. D'accord? Donc c'est plus vraiment une molécule, quoi. C'est un objet assez gros. On peut même un peu manipuler, parce que c'est presque un petit caillou. Hein. Mais à l'intérieur, on ne voit pas que c'est violet. Et puis, on peut encore voir les atomes avoir leurs effets quantiques. Donc, l'intérêt, c'est que c'est quelque chose, c'est des objets qui sont accessibles, où on peut encore les manipuler, et en même temps, ils restent quantiques. D'accord? Donc, le nano, c'est ce qui est merveilleux à cette échelle-là, c'est qu'on peut encore faire quelque chose avec, c'est encore de notre monde, mais c'est déjà quantique. D'accord? Et alors, Fabien va vous montrer ce qu'on peut faire avec ces objets-là. Donc, bonsoir, moi je vais vous parler d'un effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un tunnel, c'est quelque chose qui permet de passer à travers une montagne ou un mur, d'accord? Bon, et quand vous avez un mur en temps normal, s'il n'y a pas de tunnel, vous pouvez essayer de traverser, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est ce que j'ai représenté ici. En haut, c'est ce qu'on appelle une expérience de physique classique. Donc il y a un bonhomme qui voudrait traverser le mur, il n'y a pas de tunnel, il y va, et boum, il se fait mal. Bon, alors, je sais pas, quelqu'un veut essayer l'expérience? Non? J'ai une protection? Non? Toujours pas de volontaire? Bon. Bon, à la place, je vous propose une expérience un petit peu moins dangereuse, qui est la suivante. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis une bille dans ce verre. Il n'y a pas de tunnel. Je fais tourner la bille. Elle reste à l'intérieur. Je peux recommencer autant de fois que je voudrais. Je pourrais faire ça sur une durée qui serait plus grande que l'âge de l'univers. La bille reste toujours dans le verre. Parce que là, justement, vous voyez, on est dans un monde, on est dans ce qu'on appelle le monde classique, à savoir, on a un grand nombre de particules. Maintenant, si à la place d'avoir simplement une bille comme ça et un verre qui sont gros, j'avais juste une particule, un atome, et donc j'avais une barrière pour un atome, alors à ce moment-là, à force d'essayer, l'atome pourrait traverser la barrière. Alors, je sais que ça vous paraît bizarre, à moi aussi, ça fait 15 ans que je travaille sur ça, je comprends toujours pas. Au sens où je ne peux pas vous dire, voilà, j'ai une intuition. Et les physiciens, d'ailleurs, au point qu'au début, quand les physiciens ont découvert ça, en fait, ce genre de résultat, c'est sorti à partir de calculs. Les gens, ils faisaient des calculs et ils trouvaient qu'avec la nouvelle théorie qu'ils venaient de découvrir, normalement, ça devait se passer. Mais personne n'était vraiment convaincu. Et un jour, il y a un physicien génial qui s'appelle Gamow, qui est un des pères de la théorie du Big Bang, qui en fait s'est aperçu qu'il y avait un phénomène qu'on avait déjà observé dans lequel l'effet tunnel se produisait. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? C'est la radioactivité. Alors, qu'est-ce que c'est la radioactivité? Ici, j'ai représenté un exemple de ce qu'on appelle la radioactivité alpha. Donc ici, vous avez un noyau, d'accord, qui est le radium-226, et qui voudrait perdre un bout. Parce que du coup, son énergie serait plus basse. D'accord? Donc c'est exactement comme ici, vous voyez, si vous imaginez, ça c'est mon noyau de radium, ça c'est le petit bout qui voudrait partir, il est à l'intérieur, et puis s'il pouvait partir, ensuite il pourrait aller vivre sa vie et s'en aller à l'infini. D'accord? Mais simplement, l'atome de radium, c'est comme le verre. Il maintient la particule à l'intérieur, d'accord?
Donc imaginez, ça c'est la boule de radium-226. Ça, c'est la particule alpha qui est à l'intérieur. Elle tourne, elle voudrait partir, et à cause de la mécanique quantique, elle s'en va. Donc voilà, et ça a été vraiment le premier phénomène physique qu'on pouvait absolument pas expliquer sans l'effet tunnel. Bon, voilà, donc je sais que c'est bizarre, mais vraiment c'est un truc, vraiment donc la radioactivité alpha qu'on observe naturellement, c'est pas une radioactivité qu'on produit, c'est vraiment une manifestation de l'effet tunnel. Bon alors là, cela dit, c'est un peu compliqué parce qu'on voudrait voir l'effet tunnel. Et là, je vous ai dit que vous êtes un peu obligé de me croire sur parole, si vous voulez, d'accord ? Je vous raconte une histoire. Je vous dis, il y a des atomes de radium, ils perdent des particules alpha, etc. Donc maintenant, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à fabriquer nous des objets qu'on pourrait manipuler dans lesquels il y aurait l'effet tunnel. Et donc pour cela, je vous ai dit, enfin, on voit bien, vous l'avez bien vu, enfin, que ce soit en vous tapant la tête contre un mur ou en faisant tourner une bille, que si vous faites un objet gros, il n'y aura jamais d'effet tunnel. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de descendre et de fabriquer des objets où il n'y a pas beaucoup de particules, où il y en a suffisamment peu pour que l'effet tunnel se manifeste. Mais d'un autre côté, on en veut quand même. La grosse difficulté, c'est d'arriver à quand même les faire et à continuer à se connecter avec, parce qu'on veut quand même pouvoir les manipuler. Alors, un de ces effets, un de ces objets dans lesquels on peut voir l'effet tunnel, c'est le transistor. Alors, si vous voulez, le transistor, c'est un objet un petit peu compliqué, mais vous pouvez y penser comme un robinet pour des électrons. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un électron ? Ouais. Un électron, c'est une petite particule qui transporte le courant électrique dans les métaux. D'accord ? Et donc ici, ce que vous voyez représenté, je vais prendre ça. Ce que vous voyez représenté ici, c'est l'équivalent d'un canal pour des électrons, d'accord ? Ici, là, entre les deux bords, il y a des électrons qui s'écoulent. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ici, là, il y a des électrons qui s'écoulent, là-dedans, d'accord ? Par ici. Et ici, vous voyez que par-dessus, on a déposé des petits morceaux de métal, d'accord ? Et si je branche une pile sur ces morceaux de métal et que je branche une pile de plus en plus forte, c'est comme si je fermais le robinet pour les électrons. D'accord ? Et ce que vous voyez ici représenté, c'est donc le courant électrique qu'on mesure au fur et à mesure que vous êtes en train de fermer le robinet. Donc ici, vous voyez, c'est comme si votre robinet laissait passer plein d'eau. Et ici, quand vous êtes en bas, là, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est comme si votre robinet était complètement fermé. Alors déjà, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez sur cette courbe. Ouais, il y a des marches. Pourtant, je sais pas, vous avez déjà essayé de fermer votre robinet chez vous, il n'y a pas des marches dans l'eau, non ? Vous fermez un petit peu plus, ça se ferme un petit peu moins, encore un petit peu, ça se ferme un petit peu moins. D'accord ? Donc vous voyez ici une manifestation d'un effet quantique, c'est que on voit des marches. Et c'est pas sans vous rappeler ce qu'on vous a dit sur la quantification de l'énergie. D'accord ? Mais c'est vraiment un phénomène analogue. Donc ici, vous voyez une quantification du nombre d'électrons qui peut passer au fur et à mesure que vous fermez votre robinet. Donc là, vous voyez que déjà, avec ce transistor, on a réussi à fabriquer un objet qui est quand même suffisamment gros pour qu'on puisse se connecter avec, faire passer un courant électrique dedans et le mesurer, et qui en même temps nous montre des effets qui sont manifestement quantiques et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Alors ensuite, je vous avais parlé d'effet tunnel. Alors est-ce que là, il y a de l'effet tunnel ? Donc là, malheureusement, vous allez être obligé de me croire sur parole. C'est qu'en fait, dès que je suis là, en fait, le robinet est complètement fermé. Donc si les électrons n'étaient pas quantiques, dès ce moment-là, en fait, tout d'un coup, pouf, on passerait ici, parce qu'à ce moment-là, ce serait comme s'il y avait un mur pour les électrons. Et en fait, vous voyez ici, il y a encore du courant. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore. Et toute cette partie-là du courant, c'est justement dû à l'effet tunnel, au fait que si la barrière n'est pas trop épaisse, les électrons vont pouvoir passer. Donc voilà. Donc maintenant, on a réussi à fabriquer un transistor dans lequel on peut voir l'effet tunnel. Et donc vous voyez qu'ici, en mesurant combien de courant passe, en fait, c'est comme si je pouvais mesurer l'épaisseur de mon mur. Et du coup, ça me donne une idée, parce que est-ce que je pourrais pas me servir de cet effet que je viens de comprendre et que manifestement je sais reproduire pour faire un nouveau type de microscope. Alors dans ce cas-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre une pointe qui conduit le courant et je vais l'approcher d'un substrat qui conduit lui aussi le courant. Si j'étais en physique classique, ça vous savez, vous l'avez tous fait en jouant avec des piles, pour conduire le courant, pour que ça puisse conduire le courant, il faut fermer le circuit. Vous êtes d'accord ? Ouais. Vous avez fait cette expérience au collège ? Oui, non ? Ouais. Certains d'entre vous au moins. Et bien justement, à cause de l'effet tunnel, si je suis juste au-dessus,
le courant va commencer à passer. Et en mesurant combien de courant passe, donc là, vraiment, le courant passe, la pointe ne touche pas, mais il y a quand même du courant qui passe. Et en mesurant combien de courant passe, je vais pouvoir savoir est-ce que je suis à côté ou est-ce que je suis loin. Est-ce que ce que j'ai en dessous, c'est quelque chose qui conduit le courant ou c'est quelque chose qui ne conduit pas le courant. Je vais pouvoir comme ça faire une cartographie électrique de ma surface. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est pas sans vous rappeler ce qui se passait pour l'AFM, où là, cette fois-ci, j'étais en train de toucher. Et donc, c'est quand même remarquable que c'est le même physicien qui a eu l'idée des deux microscopes. Vous voyez quand même une certaine parenté entre les deux, mais il a vraiment compris qu'on pouvait pousser ces idées aussi pour faire de l'imagerie électrique. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit film qui se passe. Donc vous voyez, donc là c'est un peu pour donner l'idée de la taille d'une fourmi. Et donc voilà, et ce qui est représenté ici, vous voyez, c'est les électrons qui passent, et donc la pointe se déplace, et hop, chaque fois qu'il voit un atome, il y a un petit peu plus de courant qui va passer, donc il va enregistrer un pic de courant électrique. Voilà. Et alors ensuite, il va mesurer le courant électrique en fonction de la position, et donc c'est ce qui était représenté ici, et il envoie les données sur un ordinateur. Donc en fait ici, ce qu'on mesure, c'est combien de courant électrique passe, et ensuite, une fois qu'on a mesuré combien de courant électrique passait en fonction de là où on était sur l'échantillon, on peut savoir, ah bah tiens, à cet endroit, il y avait un atome de fer, à cet endroit, il y avait un atome de cobalt, etc. Mais maintenant, on peut faire encore mieux. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos de la nanophysique, c'est que chaque fois qu'on a inventé un nouveau microscope, ça veut dire qu'on a été capable d'observer la matière, donc d'interagir avec elle. Et dès qu'on peut interagir avec elle, on peut aussi chercher à la modifier. Et donc, on peut se servir maintenant de ce microscope à effet tunnel, non pas seulement pour savoir où sont les atomes, mais aussi pour les déplacer. Et donc là, c'est ce qui est représenté ici. Donc là, les gros points que vous voyez sont des atomes de fer qui sont à la surface du cuivre. Et donc au début, on part comme ça. Et puis ensuite, avec ma petite pointe de microscope, je peux aller, par exemple, je prends celui-là, je vais le mettre là, je prends celui-là, je vais le mettre là. Et donc comme ça, je les déplace. Et petit à petit, vous voyez, je peux arranger les atomes de fer de façon à faire un cercle parfait qui est représenté ici. Donc là, je vais vous montrer juste cette dernière image qu'on a avec des couleurs artificielles. Et qu'est-ce que vous voyez ? Au milieu, qu'est-ce que vous voyez? Ouais. Et là, qu'est-ce que ça vous rappelle rien, ça? Ouais. Ouais, exactement. On voit des ondes. C'est exactement ce qui se passe quand on jette un caillou dans l'eau. Bravo. Et là, vous voyez donc, et pourtant, ce qu'on mesure, ce sont des électrons. D'accord? Les électrons, je vous dis, c'est des particules qui transportent le courant. Et bien là, vous voyez que les électrons se comportent aussi comme des ondes. Et ça, c'est à nouveau ce dont vous parlez, Jean-Philippe, c'est un des phénomènes les plus mystérieux de la mécanique quantique, c'est qu'en fait, une particule est en même temps une onde. Et donc, voilà. Et là, vous voyez que donc on a réussi à fabriquer un objet qui nous permet de vraiment voir que les particules sont des ondes qui sont un effet de la mécanique quantique. Bon, alors maintenant, tout ça, ça a l'air, bon voilà, c'est des jolies images, mais c'est pas que ça. Il y a quelque chose que je tiens à vous dire, c'est que la théorie de la mécanique quantique, c'est la théorie qui aujourd'hui est testée avec le plus de précision. Il n'y a aucune théorie qu'on a réussi aussi. Je sais que ça paraît complètement délirant, l'atome passe à travers le mur, tout ça, d'accord. N'empêche qu'il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune théorie qu'on a été capable de vérifier dans l'histoire de l'humanité avec une précision supérieure à la mécanique quantique. Et il y a un effet donc à partir du moment où on peut tester cette théorie avec une précision aussi grande qu'on veut, on peut s'en servir pour faire des mesures aussi précises qu'on veut. Et en particulier, on peut s'en servir pour mesurer le temps. Tu as une question ? Ah, c'est une bonne question. On va retourner voir. Alors, est-ce qu'il y a des ondes ? Là. Il y en a un petit peu, mais ça commence. Ça fait que commencer, tu vois. Et il faut vraiment fermer, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe là, tu vois, c'est que les ondes peuvent s'en aller par là, et donc du coup, c'est pas complètement fermé. Alors que quand ton coral est complètement fermé, l'onde va au bord, et puis quand elle atteint le bord, elle revient, et elle reste prisonnière à l'intérieur du coral. C'est une très bonne question. Donc, il y a une application que vous connaissez tous qui se sert de cette précision de la mécanique quantique, c'est le GPS. Alors, est-ce que vous savez comment ça marche un GPS? Ouais. Oui, c'est un petit peu. C'est vrai que ça marche un petit peu comme ça. Donc, en fait, ce que fait le GPS, c'est qu'il calcule la position où vous êtes en mesurant le temps qu'il faut
pour que la lumière se propage entre des satellites et vous. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a quatre satellites. Votre petit bonhomme, il reçoit de l'information des 4 satellites. En captant cette information, il peut savoir combien de temps la lumière a mis à se propager depuis les 4 satellites. Et ensuite, à partir du temps, il peut calculer la distance, parce qu'il sait que ça se propage à la vitesse de la lumière. Et grâce à ça, il peut savoir où il est. Et vous comprenez bien que ça, il faut que ce soit extrêmement précis. Parce que pour vous donner une idée, si on se trompe simplement d'un millionième de seconde, ça fait une erreur de 300 mètres. Donc si vous voulez vous servir de ça pour rentrer au port par mauvais temps, ça va pas être terrible. Et c'est uniquement grâce à la précision incroyable de la mécanique quantique qu'on peut avoir aujourd'hui une précision qui est inférieure au mètre. Voilà. Et alors, donc ça c'est une application de physique quantique, mais c'est pas vraiment une application de nanophysique, puisqu'en fait les horloges dont on sert pour avoir cette précision sont des horloges qui fonctionnent avec des atomes. Mais en revanche, il y a déjà une application qui vient de la nanophysique, c'est ces plateaux-là. Je vous ai dit que ces plateaux, vous voyez, c'est exactement pareil, ils sont quantiques, donc ils sont définis avec une très très grande précision, et là, cette fois-ci, ce qu'on mesure, c'est un courant électrique. Et ben, on peut se servir de ces plateaux pour mesurer le courant électrique, et c'est même aujourd'hui comme ça qu'on redéfinit les unités du courant électrique. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Merci. Merci Fabien. J'ai un peu mal à la tête, moi. Hein. J'avoue que tout ça, c'est quand même compliqué. Hein. En plus, j'ai essayé l'effet tunnel et ça ne marche pas du tout. Hein. Je vous assure, hein. Ça m'a fait mal à la tête. Hein. Bon, moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais essayer de vous montrer que dans la nature a été capable de domestiquer les effets nanométriques et qu'elle présente un certain nombre de spécificités tout à fait étonnantes qu'on va essayer de regarder ensemble. Alors pour ça, je vais prendre 3 exemples. Un exemple, d'abord, alors je vais déjà essayer de voir si ça marche. Ah, c'est l'autre. Voilà. Alors un exemple dans le monde végétal, l'effet lotus. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un assistant. Tiens, est-ce que tu peux venir? Donc tu t'appelles? Thomas. Thomas, très bien. Alors viens avec moi Thomas. Je vais aussi avoir besoin de l'écran pour que tout le monde voit, s'il vous plaît, merci. Alors, vous connaissez, peut-être connaissez-vous le lotus. Donc le lotus, voilà, magnifique fleur de lotus. D'accord? Donc le lotus est une plante sacrée. Reste là-bas Thomas. Je vais t'amener quelque chose. Le lotus est une plante sacrée qu'on trouve dans des milieux aquatiques, mets-toi un petit peu devant que tout le monde voit, en Inde ou en Chine. Pourquoi elle est sacrée? Bon, on va voir, on va faire l'expérience. Alors, Thomas, ce que je vais te demander, alors là aussi ça va être pareil, je vais me mettre derrière, et je vais demander au caméraman de bien filmer la feuille qui est là. Voilà, ce que je vais demander à Thomas, alors, pour éviter de salir, hein, parce que quand même, vous allez voir, je vais demander à Thomas de mettre un petit peu d'eau sur la feuille. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'étaler? Ça va couler? Ça va laisser des traces? Ah, ça va couler au milieu. Allez, vas-y. Tout doucement. Voilà, hop. J'ai aucune trace. Regarde Thomas, ta main, personne ne voit. Essaye de le faire par le haut. Regarde l'écran là-haut. Voilà, tu dois le faire par là. D'accord? Regardez bien. Voilà, hop là. Alors, maintenant, on va continuer. Vas-y, et je vais faire un petit cône. Ah, mon assistant n'est pas mauvais, hein. Voilà, vas-y, mais pas tout, stop, ça suffit. Voilà, est-ce que vous arrivez? Alors, je vais essayer tout doucement de vous le faire voir. Ça va être difficile, voilà. OK? La flaque reste flaque et je peux faire ce que je veux derrière. D'accord? Donc, quand il pleut, les gouttes d'eau restent gouttes d'eau et s'écoulent sur les feuilles de lotus. Là, vous voyez... Ça va être difficile, hein? Vous arrivez à voir, là? Parfait. Et en plus, quand les feuilles sont sales, elles vont emmener la poussière. Si bien que hop, loupé. Mince alors. Ben, Thomas, merci beaucoup. On t'applaudit. Donc voilà, c'est pour ça que la fleur de lotus est sacrée, c'est parce qu'elle est toujours propre, toujours immaculée. D'accord? Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc voilà un petit peu la fleur de lotus avec la feuille. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que
la goutte d'eau reste sphérique à l'intérieur du lotus. Alors pourquoi? Regardons un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui se passe? On fait un zoom avec un microscope et on voit donc nos deux gouttes d'eau qui reposent en fait sur un tapis de pic et qui restent sphériques. En fait ici, les forces qui imposent à la goutte d'être sphérique sont supérieures aux forces de contact et c'est pour ça que la goutte d'eau reste goutte d'eau. Elle ne s'étale pas. D'accord? Cette propriété, c'est ce qu'on appelle de la superhydrophobie. D'accord? C'est-à-dire que la surface ne va pas aimer l'eau et va repousser l'eau qui va rester telle qu'elle est en surface. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près quelques insectes, comme la libellule, par exemple, les ailes de libellule sont superhydrophobes. Il y a près de 200 plantes sur Terre qui sont superhydrophobes, qui présentent cette propriété-là. Donc, si on regarde simplement les picots, voilà, on est à l'échelle nanométrique, assez grosse, mais c'est un espèce de tapis de fakir qui permet d'avoir cette propriété de superhydrophobie. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de reproduire cette structure pour essayer de fabriquer nous-mêmes des surfaces superhydrophobes qui vont laisser couler l'eau. Donc, voici un exemple de surface qu'on arrive à fabriquer nous-mêmes par lithographie, où vous voyez donc une surface noire, un cristal, sur lequel on a fait pousser des piliers tout droit comme des clous, et on a une structure de fakir superhydrophobe. Alors, à quoi ça sert? Bon, vous avez vu que, imaginez à la place d'une feuille, c'est un pare-brise de voiture. C'est génial, j'ai plus besoin d'essuie-glace, parce que c'est solide, ça tient le coup, c'est pas comme un revêtement chimique, ça tient vraiment le coup, c'est durable. J'ai plus besoin d'essuie-glace. Une autre application que je vais vous montrer avec ce petit film-là. Donc vous allez voir ici une goutte d'eau, je vais présenter ici, et puis une goutte d'eau qui est déposée sur une surface superhydrophobe avec laquelle on va avoir des plots ici. Donc vous voyez un petit plot ici, un deuxième petit plot ici, un troisième petit plot ici. Et vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on applique une tension sur ce plot-là. On annule la tension, on applique une tension électrique sur ce plot-là, on l'annule, on applique une autre tension électrique sur ce plot-là. C'est des travaux qui sont réalisés à Grenoble, dans un de nos laboratoires au Leti. Voilà, on est capable de faire bouger une goutte d'eau, de maintenir la goutte d'eau telle qu'elle. Vous voyez, hop, je change, j'applique une tension là-bas, je la fais revenir, j'applique une tension ici, j'annule la tension, j'en applique une là, j'annule la tension, j'en applique une là, ah non, là, ça va trop vite. On est même capable de le faire très très vite, d'accord? Et dans tous les sens. De droite à gauche, de haut en bas. Donc ça va être intéressant parce qu'on va utiliser cette goutte d'eau comme un mini réservoir pour pouvoir étudier ce qu'il y a à l'intérieur. On va pouvoir agir sur plusieurs gouttes d'eau et on va pouvoir, donc plusieurs gouttes d'eau en même temps comme on veut, hein, et on va pouvoir même plus fort, vous allez voir après, 2 gouttes d'eau sur la même piste, elles se rejoignent, pof, elles se mélangent. Et on va pouvoir les diviser, etc., etc. On va pouvoir ainsi faire un véritable laboratoire d'analyse médicale miniaturisé qui va nous permettre de réaliser des diagnostics plus rapides et des traitements plus efficaces. Alors je passe, parce qu'il faut rattraper le temps. Donc je vais vous parler rapidement de 2 autres effets. Un effet papillon, l'effet papillon. Donc là, on est sur autre chose. Je vous présente un magnifique papillon bleu. Il est beau, hein? Un papillon d'Amazonie, il est bleu. Pareil, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de ses ailes. Il y a un certain nombre de petites carapaces, là où ces ailes sont faites de petites carapaces qui ont cette forme-là, et regardons spécifiquement une carapace. Donc là, c'est normal, les images sont en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Vous verrez que c'est normal, mais vous verrez que c'est vraiment normal. Donc voilà un petit peu la structure d'une des carapaces, d'une des écailles, et on va aller un petit peu plus loin encore. Donc on zoome. À l'intérieur de ces écailles, on va regarder la surface, et la surface présente des aspérités comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons que j'éclaire mon papillon avec une lumière rouge, avec une lumière blanche, pardon, et hop, le papillon me sort rouge. Si je l'éclaire avec un angle différent, par exemple ici, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Oui, là-bas, il y en a qui lèvent les doigts, alors... Vas-y, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera rouge, ce sera une couleur différente? Ce sera une couleur différente quand tu regardes, par exemple, le bois, là,
je le regarde comme ça, il est couleur bois, et puis je me mets là-bas, il est couleur bois aussi. Hein? Donc c'est bizarre, mais ceci dit, tu as raison. Si je l'éclaire avec un angle différent, il va présenter une couleur bleue. Alors vous ne me croyez pas peut-être? Tu ne me crois pas? Regarde. Donc voilà le papillon, et en temps réel, je vais changer l'éclairage, et vous voyez que, c'est magique, la couleur du papillon ne dépend pas de la couleur de ses ailes, mais dépend de la forme des motifs qui sont à l'intérieur de ses ailes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier au nanomonde. Lorsque vous prenez une particule, quand elle fait 80 nanomètres, elle va être d'une certaine couleur. La même particule d'argent, par exemple, qui fait 40 nanomètres, elle va être d'une autre couleur. 20 nanomètres, elle va être d'une troisième couleur. D'accord? Alors, on va finir par quelque chose d'assez actuel aussi, l'effet de Jekko. Vous savez ce que c'est que le Jekko? Ouais, mais c'est que vous êtes tous abonnés au Cyclope Junior, alors c'est génial. Vous savez tout. Alors l'effet de Jekko, effectivement, c'est un lézard. C'est un lézard d'Indonésie qui présente des caractéristiques de superadhérence. Donc allons un petit peu plus loin, regardons ce qui se passe au niveau de ses pattes. Donc ces pattes sont composées de petits motifs qu'on voit ici, d'accord, qui laissent ces empreintes-là sur le sol. Regardons un petit peu plus loin, un petit peu plus dans le détail, comment sont composés ces motifs. C'est en fait des petits fils, des petits filaments. On dirait un petit peu des brocolis, un petit peu pour ceux qui mangent des légumes verts. Hein? Regardons un petit peu dans le détail encore, zoomons. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, ce sont ces filaments qui vont permettre au Jekko, en s'agrippant aux aspérités de toutes les surfaces que vous avez vues, qui vont lui permettre de tenir, de s'agripper en haut, en bas, dans toutes les dimensions. Ce qu'on essaye de faire, donc voilà, pareil, plus dans le détail, on essaye de reproduire ce type de structure. Et voilà ce qu'on fait par exemple au CEA, au DRECAM, le département dans lequel on appartient, à Saclay ici. Donc on réalise une véritable moquette ici. Vous voyez, une moquette qui est composée de milliards de petits nanotubes de carbone. Alors ça fait un bout de temps qu'on vous parle des nanotubes de carbone et vous n'en avez pas encore vu. Alors on va tenir le suspense encore un petit peu. Je vais finir et vous verrez que Pascal va vous présenter les nanotubes de carbone. Mais ça, c'est très intéressant parce que si vous prenez deux fois ce motif-là et que vous le collez l'un contre l'autre, ben vous avez un effet velcro. D'accord? Le velcro, on les rapproche, ça colle, on peut le séparer, et ça de manière indéfinie. Et alors ça intéresse particulièrement Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est ça qui explique pourquoi les doigts de Spider-Man permettent de s'accrocher partout. Voilà, donc je vous ai montré que la nature aussi avait domestiqué des stratégies nanométriques, et maintenant je vais redonner la parole à Pascal pour qu'elle vous montre enfin ce que c'est que le nanotube de carbone. On est un petit peu pressé, je vous propose de garder vos questions à la fin, d'accord? On peut appuyer sur lequel, celui-là? Alors, moi je vais vous parler de nanotubes de carbone. Donc ce que vous savez tous sur les nanotubes de carbone, c'est qu'ils sont faits en... Voilà. Alors le carbone, vous connaissez, hein? Il y a plein de choses. Le carbone, c'est un élément assez commun dans notre environnement. Qu'est-ce que vous connaissez qui est fait en carbone? Ouais. Les critériums, ouais. Dans les critériums, c'est quoi qui est dedans? C'est du charbon, en fait. Hein? Cette espèce de carbone qui est dedans, ça s'appelle du charbon, enfin, ou du graphite. Oui? Les diamants, exactement. Alors, les deux formes du carbone pur, alors il y a plein de choses qui contiennent du carbone et puis aussi d'autres choses, mais les deux pierres ou les deux matériaux qui ne contiennent que du carbone sur notre Terre, c'est le graphite, donc les crayons, les critériums, ici le charbon, hein, et puis les diamants. Voilà. Alors les deux, c'est exactement les mêmes atomes. Pourtant, ça ne se ressemble pas beaucoup. Hein. Alors comment ça se fait? Eh bien, ça se fait parce que, en fait, les atomes ne sont pas du tout arrangés pareil. Ici, vous voyez, dans le diamant, un atome de carbone, eh ben, il est connecté à 4 voisins. Puis ici, dans une espèce de petite pyramide. Et puis ici, l'atome de carbone dans le charbon, il est connecté à 3 voisins à plat. Là, ça fait une espèce d'hexagone. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Hein. Alors, en fait, nous, on va s'intéresser plutôt au charbon, parce que ça fait des plans.
Et alors, pour faire des tubes, un plan, c'est pas mal. Hein? Voilà, donc j'ai un plan, le carbone, d'accord? Bon, alors, évidemment, c'est pas des vrais carbones et tout. Alors, ça se déconnecte. Bon, mais maintenant, si je veux en faire un tube, comment je fais? Je le replie. D'accord. Bon, alors, je le replie comment? Je le replie en le roulant. D'accord, mais comme ça? Là? Ou comme ça? Alors, je peux le plier comme ça, puis ça fait un tube. D'accord? Puis je peux le plier comme ça. Ça fait aussi un tube. D'accord? Ça ne fait pas le même tube. Parce que là, si on suit les hexagones, là, eh ben, on va par là, puis on continue par là, puis on revient là. D'accord? Puis si on replie comme ça, puis qu'on suit les hexagones, ben, on va se promener par là. Ça fait une hélice. D'accord? Donc, quand on dit les nanotubes de carbone, c'est vraiment les nanotubes de carbone, parce que selon comment je vais reconnecter, ça va faire des choses différentes, des structures différentes, des molécules différentes. D'accord? Bon, puis là, j'ai fait un tube, d'accord? Tout seul, avec une seule paroi, mais rien ne m'interdit d'utiliser plusieurs parois. D'accord? Alors, j'en ai des petits, des grands, puis même, je peux mettre plusieurs parois les unes dans les autres, d'accord? Hein? Alors là, je vous montre, là, c'est un morceau de nanotube, c'est ceux que j'utilise tous les jours au laboratoire. Alors, mais c'est seulement un tout petit bout, hein, parce que si j'avais fait vraiment celui que j'utilise au laboratoire, il m'aurait fallu des boules, là, à cette échelle-là, encore sur 1 kilomètre. D'accord? Hein? Donc c'est des objets qui ont vraiment une forme d'aiguille très très fine. D'accord? Bon, alors maintenant, tout ça, c'est des modèles. Alors, je vais vous montrer des vraies images, des vrais nanotubes. Voilà. Un nanotube. Voilà. Alors ça, c'est une image de microscopie à effet tunnel. Donc, vous vous rappelez, c'est une petite pointe là, qui se balade le long, là, puis quand elle passe au-dessus d'un atome, il y a plus de courant qui passe, donc ça fait un point blanc, là. Donc ici, ce qu'on voit, les hexagones, c'est les hexagones du nanotube, puis on voit bien l'espèce de plan d'hexagone, là, qui s'est enroulé pour faire un nanotube qui fait à peu près 2 nanomètres. D'accord? Et alors là, les nanotubes multiparois, on n'est pas obligé de faire 2 parois, hein, là. Ces nanotubes-là, ils sont fabriqués à Saclay, dans un laboratoire de notre département. Et ici, on ne voit pas très bien les traits. Alors, quand on zoome, on voit que celui-là, il a 70 couches. Hein, les unes très bien cristallisées les unes sur les autres. Là. Donc, ça fait des nanotubes qui sont beaucoup plus gros. Ils font 50 nanomètres. D'accord? Alors, maintenant, ces objets, et c'est très joli, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que c'est des objets nano, je vous ai dit, c'est pas juste parce que c'est petit. C'est aussi parce que c'est un peu quantique et puis un peu macro. D'accord? Un peu grand. Alors, pourquoi est-ce que c'est quantique? Parce que c'est comme des grosses molécules, d'accord? Je vous ai dit, selon comment ils vont être enroulés, s'ils vont être enroulés réguliers ou s'ils vont être enroulés en hélice, eh bien, ça va faire des molécules différentes. Et ils auront donc des niveaux, leur escalier, ben, ils auront des échelles différentes. Et donc, ça va leur faire des couleurs différentes. Là, normalement, quand on fabrique des nanotubes, on a une espèce de mélange de tous ces trucs-là, donc ça fait quelque chose de tout noir. C'est vraiment ce que vous avez dans votre cheminée. Et là, en fait, il y a des gens très malins qui ont réussi à les séparer et on voit que les différentes bandes séparées, les différents types de nanotubes, eh bien, ils ont des couleurs différentes. Donc c'est comme des molécules. Mais c'est des grosses molécules, c'est presque des petits cristaux. Alors là, on les a mélangés avec un plastique, là, enfin un plastique pour l'instant fondu. Donc ça fait une espèce de sauce de plastique avec du noir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut le passer par un tout petit tuyau et tirer dessus. Là, on tire dessus avec un liquide qui passe autour, là, puis qui tire dessus. Là, c'est pareil, notre mélange noir, il passe là, puis comme l'eau, elle tourne, et ben, ça tire le fil, et puis ça fait un fil. D'accord? Ça fait vraiment un fil de nanotube, quoi. Alors, je vous en ai amené un bout. Alors là, je vous l'ai mis une image là, parce qu'en fait, le petit bout de fil de nanotube que je vous ai amené, vous n'allez pas le voir, il est gros comme un cheveu. Mais en fait, il est très, très solide. Donc, je vous le montre. Ce sont des collègues chercheurs à Bordeaux qui me l'ont gentiment envoyé juste pour vous. Voilà. Donc, c'est un cheveu. Et puis là, j'ai mis 100 grammes de sucre. Bon, j'ai pas mis trop de sucre parce que je voulais pas le casser devant vous, mais c'est très solide en fait. Hein. Ça pèse 0,2 mg. Et puis là, il y a plus de 100 grammes. Hein. Donc, avec un fil très solide comme ça, on peut
on peut faire des tas de choses. Par exemple, donc ça peut servir de renfort dans des tas de matériaux où on utilise déjà d'autres renforts, mais là, ça sera des renforts encore plus efficaces. On peut aussi faire des tissus qui sont très très solides. Par exemple, on peut faire des gilets pare-balles. Hein. Donc pour l'instant, c'est des fils qui sont faits en laboratoire, mais on espère que... c'est comme un cheveu, donc c'est à peu près 50 microns, un peu moins. Voilà. Alors en plus, c'est aussi un matériau pour l'électronique. Je vous ai dit que les nanotubes pouvaient être enroulés d'une certaine façon ou bien un peu tordus. Et alors selon la façon dont ils sont enroulés, ils ne se comportent pas du tout de la même façon avec les électrons. Alors ils peuvent être soit des conducteurs métalliques. Alors ça, les conducteurs métalliques, c'est des tuyaux pour le courant, d'accord? Donc on met le courant d'un côté, puis ça passe de l'autre côté très très bien. Soit des semi-conducteurs. Ça, c'est comme les robinets dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est selon ce qu'on fait au milieu, comme champ électrique, et ben le courant va passer ou alors il ne va pas passer. D'accord? On va pouvoir décider si le courant passe ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des tuyaux ou des robinets? Dans une maison, on peut faire tas de choses. Alors, avec des tuyaux et des robinets pour le courant, on peut faire des circuits très compliqués. Hein. Essentiellement, ce que vous avez comme électronique autour de vous, c'est des tuyaux et des robinets, d'accord? Des tuyaux et des robinets en silicium, d'accord? Alors, en principe, avec les nanotubes de carbone, on pourrait faire la même chose. Bon, ça ne présente pas tellement d'intérêt puisqu'on arrive très bien à le faire avec le silicium, mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop bien faire avec le silicium et qu'on arrive à faire avec les nanotubes. Et c'est ça qu'on cherche dans nos laboratoires, faire des choses nouvelles, soit plus petites, soit transparentes, soit molles. Voilà, de l'électronique comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Ça, c'est une puce. Alors là, pour l'instant, les puces qu'on utilise au laboratoire, il y a essentiellement que un petit composant. Donc il y a des nanotubes là qui sont connectés entre des petits bouts d'or là. Et puis ça, c'est posé sur du plastique. Puis c'est mou, hein. Voilà. Et alors on peut connecter, puis il y a du courant qui passe là-dedans, même au gigahertz. Hein. Voilà. Alors là, pour l'instant, il y a un transistor. Hein. Avant de passer à votre téléphone portable, on a encore une grosse marche. Voilà, donc... Bon. Voilà, donc on a fini de présenter ces quelques aspects très réducteurs de ce qu'est le nanomonde. Donc on a commencé par vous expliquer ce qu'était cette dimension très petite, vraiment très petite. Ensuite, comment on pouvait essayer d'observer les objets. Et puis, en observant les objets, en général, on arrive à comprendre comment ça marche. Et en comprenant comment ça marche, après, on arrive à comprendre comment utiliser. Donc, on a, dans cette conférence, essayé de vous montrer au passage quelques-unes des utilisations possibles des nano-objets et de la physique particulière du nanomonde. Alors, ces applications, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a pu évoquer qui sont en train d'être étudiées dans les laboratoires. Et puis, comme d'habitude, le futur nous dira les applications utiles qui seront conservées. Et puis, toutes les bonnes idées, apparemment, qu'on oubliera parce que finalement, elles ne sont pas si utiles que ça. Donc, tous les quatre, on vous remercie vraiment, un, d'être venus, deux, d'avoir été sages, parce que vous avez été sages. Et puis maintenant, on est tout à fait prêt à répondre à vos questions. Et donc, pour commencer, merci.